Salut et bienvenue pour l'épisode numéro 6 de Letty sans filtre. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une super bonne semaine. Moi, ça va super bien. Dans 6 jours, j'ai ma 3e séance devant la cour pour mon divorce ici en Pologne. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un épisode autour du divorce. Je pense qu'il y aura plusieurs épisodes parce que une fois que la procédure sera terminée, je l'espère la semaine prochaine, et une fois que j'aurai plus de recul sur tout ce qui se passe, j'aurai sans doute d'autres choses à partager. Mais cette semaine, en fait, j'ai décidé de parler tout simplement de ce que c'est que de traverser un divorce après une relation difficile. Je vais aussi partager mes conseils et mon vécu. J'ai pas vécu 10 000 divorces, donc les informations que je te partage ici, c'est par rapport à ce qui se passe pour moi. J'ai des gens autour de moi qui ont divorcé, mais j'en ai pas beaucoup, donc j'ai pas non plus énormément d'infos là-dessus. Je voulais m'en tenir à ce que moi je connais. Et avant même de parler de la traversée du divorce en elle-même, j'ai envie de te partager les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour pouvoir même me décider à entamer cette procédure de divorce, parce que en fait, j'ai mis 2 ans avant d'entamer la procédure. J'ai mis 2 ans avant de me sentir prête. Je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en mode j'ai envie de divorcer, mais on hésite, on sait pas, on y va à tâtons, on veut être sûr qu'on a bien vraiment tout fait, qu'on n'aura aucun regret. Et moi, j'ai mis 2 ans avant de pouvoir envoyer les papiers et de dire ok, c'est bon, cette relation elle est terminée, il n'y a plus rien à sauver. J'ai mis 2 ans à pouvoir affronter l'inconnu. Il y a un truc dont je me suis rendu compte pendant mes séances de coaching et de thérapie, et c'est une information que j'ai partagée avec ma psy et avec ma coach, et j'ai trouvé ça mais ouf de penser comme ça. Après voilà, c'était une étape nécessaire. Je me suis rendu compte que il y a 2 ans, lorsque j'avais vraiment envie de partir, que je me disais ouais c'est fini et tout, faut que je m'en aille, j'étais dans une position où la peur de l'inconnu était beaucoup plus forte que le malaise ressenti dans cette relation. Alors ce que je veux dire, c'est que la relation dans laquelle j'étais, c'était vraiment une relation difficile. Certaines personnes la qualifieront de toxique, ou que voilà, il y avait de la manipulation. Tout ce que je sais, c'est que c'était une relation dans laquelle j'étais malheureuse, j'étais pas moi-même, je devais toujours faire attention à ce que je disais, je devais faire attention à mon comportement. Bref, c'était pas une relation dans laquelle je vivais et je m'épanouissais, c'était une relation dans laquelle je survivais, où j'allais vraiment à tâtons de jour en jour. Mais le truc, c'est que j'étais tellement habituée à vivre comme ça que d'une certaine façon, c'était confortable. Et ouais, il n'y a pas d'autre mot. C'est que j'ai appris à être à l'aise dans ce mal-être. Et après, c'est tout à fait normal, hein, c'est un mécanisme du cerveau. C'était plus facile pour moi de me complaire dans une relation où j'étais vraiment malheureuse, mais parce qu'au final, je savais gérer, je savais naviguer les conflits, je savais naviguer les mauvais jours, je savais juste vivre en ayant la tête juste à la surface, mais je pouvais toujours vivre. Et c'était donc plus gérable pour moi, j'avais plus de contrôle là-dessus que sur le fait d'aller déposer une demande de divorce et de ne pas savoir comment ça allait se passer, de ne pas savoir combien de temps ça allait mettre, de ne pas savoir quel genre de vie allait m'attendre derrière. Donc la peur de l'inconnu était tellement plus forte que c'était plus gérable pour moi de rester dans une relation qui me tuait à petit feu. Je te partage ça tout simplement parce qu'il y a des gens comme moi qui sont dans ce genre de situation depuis des années et qui ne peut-être partiront jamais, et moi je sais qu'aujourd'hui je le comprends. De l'extérieur, c'est vachement dur à supporter parce qu'on veut le meilleur pour les gens qu'on aime, mais en fait la peur elle est là, elle est réelle, et je la comprends que si c'est toi qui es dans cette position maintenant et si tu t'en rends compte, tu peux décider de rester et que les choses soient comme elles soient, c'est ton choix. Tu peux aussi aller demander de l'aide et éventuellement réussir à avancer. Si t'as quelqu'un dans ton entourage qui est comme ça, j'ai envie de dire, sois douce avec cette personne parce que peut-être qu'elle est consciente de ce qui se passe, peut-être qu'elle est pas consciente de ce qui se passe, mais voilà, c'est une réalité. Parfois on est coincé dans des situations où la peur est tellement forte en fait qu'on est pétrifié, paralysé et qu'on peut pas avancer et qu'on est obligé juste de rester là où on est pour l'instant. Parfois ça évolue, parfois ça n'évolue pas. Parfois ça demande beaucoup d'années, parfois il y a des gens qui restent jusqu'au bout en fait, et il faut apprendre à accepter et à tolérer, et si on peut, on est là pour ces personnes-là. Si ça devient trop, tu peux toujours dire à la personne écoute, moi je t'aime mais moi je peux plus te regarder souffrir comme ça, donc s'il te plaît, demande de l'aide à un ou une professionnelle, et on peut mettre ses limites et dire moi voilà, je veux plus devoir souffrir, je comprends mais je peux plus. C'est aussi une façon de se protéger, de protéger la personne en face de soi, mais voilà, je te dis ça juste pour que tu puisses comprendre qu'en fait c'est pas facile de sortir d'une relation amoureuse quelle qu'elle soit. Ok, parenthèse fermée. Donc, pour en revenir à cette étape de vie en elle-même, déjà, faut pas oublier que le divorce, il peut être choisi, mais il peut aussi être subi. On peut se retrouver en face d'un conjoint et une conjointe qui veut le divorce et on n'est pas du tout prêt. On peut se retrouver dans une situation qui fait que de rester ensemble, c'est plus possible. Et du coup, le divorce, il est quand même subi. Moi, je sais que ça a été mon cas. C'était pas du tout ce que je voulais, mais on en était arrivé à un point dans la relation où en fait, c'était pas possible. On pouvait pas rester ensemble. Donc voilà, divorce subi parce que
que mon ex, en fait, je l'aimais. Quand je suis partie il y a 2 ans, je l'aimais. Et en y regardant de plus près, je pense que cet amour, parce que voilà, on a partagé quand même 15 ou 16 ans de notre vie, je pense que l'amour, il sera toujours là. Ça évolue et j'ai un autre regard sur notre relation, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui aura toujours une place vraiment spéciale dans mon cœur. Et on a un enfant en plus. J'avais envie qu'on continue, mais voilà, les choses ne se sont pas passées comme ça. Et pour mon bien, pour son bien, pour le bien de notre fils, il valait mieux qu'on divorce. La procédure peut prendre plus ou moins du temps. Moi, je sais que j'ai finalement réussi à trouver le courage de faire le dépôt de dossier fin février et on a eu la première parution devant la cour fin avril. Maintenant, nous sommes au mois de juillet et on va avoir notre 3e parution devant la cour. Donc, finalement, ça prend que quelques mois. J'espère que la semaine prochaine, ce sera fini, mais c'est pas sûr. Mais en soi, toute l'étape du divorce, pour moi, elle a mis 2 ans. J'ai mis 2 ans à être prête à entamer une procédure de divorce. Et du coup, on va commencer par ça. On va commencer par les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour pouvoir déposer ce dossier en étant plus ou moins sereine. Déjà, j'ai commencé par quitter le foyer conjugal il y a 2 ans. Je me suis séparée physiquement de mon conjoint il y a même 2 ans et demi. Pas 2 ans, mais 2 ans et demi. En faisant ça, j'ai dû apprendre à vivre seule, à passer des moments toute seule, à réfléchir, à ressentir les choses. J'ai dû apprendre à vivre sans mon compagnon et sans adultes en général. Parce que je me suis rendu compte pendant cette période que auparavant, oui, j'ai eu d'autres séparations, mais qu'à chaque fois, en fait, dès que je me séparais de quelqu'un, soit j'emménageais dans une coloc, donc j'étais avec d'autres personnes, ou soit je me remettais très très vite avec un autre homme. Donc du coup, j'ai jamais vraiment pris le temps d'être seule, de ressentir la solitude et de faire face à tout ce qui vient après une rupture. La tristesse, repenser à ce qu'on a vécu, la peur, la solitude, la détresse un peu et tout simplement le ressenti d'avoir le cœur brisé en 1000 morceaux et d'avoir l'impression que tu n'aimeras plus jamais comme tu as aimé cette personne, que ta vie prend fin, que les choses ne seront plus jamais pareilles. Enfin bon, bref, les sentiments de cœur brisé, quoi. Si t'as vécu une rupture, tu sais de quoi je parle, hein. T'es au fond du fond, t'en peux plus, t'as envie de te gaver de glace et de regarder la télé, t'as envie de rester sous ta couette à chialer, à regarder des comédies romantiques ou t'as envie de sortir, de faire la fête et de voir d'autres personnes. Enfin bon, bref, chacun a vraiment sa façon un peu de gérer ça. Mais je me suis rendu compte que c'est pas du tout quelque chose que j'avais pris le temps de vivre. J'ai toujours eu l'effet tampon avec des personnes autour de moi ou en ayant un autre petit copain. Donc là, c'était vraiment la première fois que j'étais seule face à mes pensées et face à mes émotions. Et j'en ai passé des semaines et des mois à écrire dans mon journal. Parfois, c'était 3 ou 4 fois dans la même journée parce que j'avais des trucs à sortir. Ça a été vraiment hyper intense. Au même moment, j'ai contacté mon avocate, donc il y a 2 ans et demi, pour commencer tout simplement à poser des questions par rapport à la procédure et pour voir quelles étaient mes options. Mais je sais que j'étais pas prête à lancer une procédure de divorce. J'avais besoin de connaître un peu mes options, de savoir comment ça se déroulait, de commencer à prendre des informations pour me sentir plus à l'aise, pour être moins dans une phase d'inconnu par rapport au divorce en lui-même. Au même moment, j'ai appris tout simplement à faire face à l'inconfort, donc à faire face à la solitude, à ressentir toutes ces émotions hyper fortes et à me sentir mal, à me sentir triste, à me sentir vide, à me sentir stressée, à vraiment ressentir des émotions négatives très très fortes que jusqu'à présent, j'avais vraiment pris soin d'éviter parce que je me disais que ressentir des émotions comme ça, ressentir des émotions négatives, c'était pas bon, qu'il fallait tout le temps que je sois contente, que tout aille bien. J'ai appris que non, en fait, il y a un équilibre, il y a du 50-50. T'as des jours où ça va, t'as des jours où ça va pas. Et on n'a pas l'un sans l'autre. Si tu veux ressentir le bonheur, il faut ressentir la tristesse. Si tu veux te sentir en sécurité, il faut aussi connaître la peur, l'insécurité, le stress, l'anxiété. Toutes ces émotions sont liées et donc j'ai appris tout simplement à surfer, à accepter, à accueillir ces émotions sans les repousser et sans les ignorer. Et du coup, en faisant ça, j'ai pu commencer tout doucement à faire le deuil de cette relation, à faire le deuil de ce mariage. Parce qu'il y a ça aussi, parce que en fait, le divorce, pour certains, c'est devenu un peu une procédure. Ouais, c'est facile et tout, c'est juste un divorce. Moi, j'ai pas envie de banaliser ça, parce que au final, un divorce, c'est aussi une rupture. Et une rupture, pour moi, ça représente un deuil, parce que finalement, il faut que tu acceptes de laisser derrière tous ces souvenirs, parce qu'il y en a eu forcément des bons souvenirs. On a passé de très bons moments, toutes ces expériences, tout ce vécu que tu as eu avec cette personne, toute cette façon de vivre aussi parce que tu as pris des habitudes, parce que tu t'es nourri de cette relation. Et en fait, il faut laisser tout ça derrière et accepter que voilà, maintenant, il va y avoir
cassure, que cette personne va faire sa vie et que toi tu vas faire ta vie, que tu dois avancer sans ton conjoint ou ta conjointe, qu'il faudrait apprendre à vivre sans eux et surtout que moi je sais que dans cette relation j'étais vachement dépendante, j'avais pas beaucoup d'activités, de projets perso, j'avais énormément misé sur cette relation, donc du coup j'avais pas vraiment de base solide, j'avais pas vraiment de vie à moi, j'avais pas d'indépendance, j'étais vraiment codépendante de mon partenaire. Donc pour moi ça représentait beaucoup de laisser ça derrière et aussi tout simplement de faire une croix sur le futur parce que on est parents, on a un enfant ensemble, mais de me dire que mes envies d'avoir un appart ou une maison avec lui, il fallait aussi que je les laisse tomber, de me dire qu'on allait avoir un autre enfant ensemble, qu'on allait être une famille ensemble, ben, il a aussi fallu que je fasse le deuil de ça et ça a été hyper dur parce que j'en rêvais, enfin c'était mon rêve depuis des années, que je pensais vraiment que c'était le bon et que c'était avec cette personne que j'allais tout faire. Donc il a fallu que j'accepte que ça n'allait pas arriver, que ce n'était pas la personne avec qui ça allait se produire, pas que je me dise que ça n'allait jamais arriver parce que bien évidemment que ça peut arriver avec quelqu'un d'autre, mais à ce moment-là il fallait que je me dise c'est pas la personne avec qui je vais continuer et finir ma vie et ça pour moi ça a été hyper difficile. Et du coup en acceptant ça il a aussi fallu que je me dise qu'il fallait plus que j'attende après lui, qu'il fallait plus que je me dise qu'il allait me donner de ses nouvelles, qu'il allait essayer de me récupérer ou qu'il allait essayer de faire en sorte de recoller les morceaux pour cette relation. Alors on a fait de la thérapie de couple pendant quelques mois, ça n'a pas marché, il a décidé d'y mettre un terme et en fait il a fallu que j'accepte au fur et à mesure que son comportement, ce qu'il me montrait c'était vraiment ça, c'est que c'était fini, qu'il ne voulait pas que ça aille plus loin et de me dire ok, il a le droit de le laisser partir, j'ai envie de dire, parce qu'au final tu peux pas retenir quelqu'un ou tu peux pas forcer quelqu'un. Si tu veux qu'une relation fonctionne, il faut être deux. Donc me dire que ok, on avait des envies et des besoins différents et que c'est la vie, que c'est normal. En faisant tout ce travail, j'ai aussi appris à me faire confiance, à me respecter, à m'écouter et à m'aimer. Et donc je dois préciser que tout ce travail, ça a été fait avec l'aide de ma psy et avec l'aide de ma coach. J'ai aussi eu beaucoup de soutien de mes amis et j'ai aussi fait des exos à côté, des exos de développement personnel pour pouvoir au fur et à mesure reconstruire une base saine et solide pour que je puisse trouver cette force pour pouvoir avancer toute seule et pour que je puisse enfin aussi décider de tirer le rideau sur cette relation. Ça, c'était vraiment pour moi les étapes clés avant même de pouvoir déposer le dossier de divorce. J'ai aussi appris à identifier les pensées négatives que j'avais et à les taire. Alors les pensées négatives que j'avais, je me suis rendu compte que c'était pas forcément mes pensées, c'était aussi des choses que j'avais entendues pendant très longtemps en étant dans cette relation. Par exemple, je me disais intérieurement que je ne trouverais jamais personne d'autre, que de toute façon c'était moi le problème, que si je sortais avec quelqu'un d'autre, ça allait se reproduire puisque le problème venait de moi. Je me disais aussi que de toute façon ça pourrait être pire, qu'après tout il me tapait pas dessus, donc que je devrais être contente de ce qui se passait chez moi. Je me disais aussi que c'était de ma faute, que j'étais totalement responsable de ce qui se passait dans cette relation et que je le méritais. Bref, j'avais beaucoup de pensées négatives, j'avais un discours intérieur hyper noir et du coup avec ça j'avais pas du tout la capacité d'avancer et de me dire bon il est temps de divorcer et que je reprenne ma vie, parce qu'en fait je me disais qu'en faisant ça, qu'en divorçant j'allais finir toute seule et que de toute façon même si j'essayais de sortir avec quelqu'un d'autre, ça allait se reproduire. Donc j'ai dû vraiment m'asseoir, faire face à ces pensées, me demander si c'était le genre de pensée que j'avais envie d'avoir ou est-ce que je peux faire quelque chose. Et j'ai aussi du coup fait des exercices par rapport à ça et j'ai appris à être plus douce avec moi-même, à prendre du recul et à effacer ces pensées négatives qui au final ne sont que des pensées. Ce n'est pas qui je suis, mon parcours, mon vécu à aucun moment ne définit qui je suis en fait. C'est à moi de décider d'avancer, de changer les choses. C'est moi qui crée mon destin, c'est moi qui crée mon futur en fait. Ce qui s'est passé avant, je peux en tirer des leçons, mais j'ai pas besoin de me baser là-dessus pour me dire que ça va se reproduire. Non, en fait, c'est à moi de changer mon état d'esprit et de me dire ok, voilà, ça s'est passé, maintenant je fais quoi? Comment je fais pour avancer? Je fais pour aller mieux? Comment je fais pour que ça ne se reproduise plus? Au final, ce contrôle, je l'ai. C'est un travail personnel. Une fois que j'ai réussi à chasser ces pensées négatives ou en tout cas à les faire taire ou à les transformer, parce que ça dépend, il y a des pensées que j'ai chassées, il y a des pensées que j'ai juste effacées. Une fois que j'ai réussi à faire tout ça, là, j'ai été prête à mettre des limites claires et saines pour moi par rapport à mon ex. Parce que notre relation, ces 2 dernières années, elle a été hyper floue. On n'avait plus de rapport intime, mais il venait tous les jours chez moi pour manger, pour voir notre enfant, pour discuter, pour boire un thé. Parfois, on se faisait un petit câlin. Il me faisait un bisou quand il venait et quand il partait. Et moi, en fait, j'étais hyper amoureuse. Je suis partie du foyer conjugal, mais j'étais toujours amoureuse de lui. Et à travers ce comportement, moi, j'espérais plus. Je me disais que ouais, on va se remettre ensemble, il va rester, on va passer la nuit, au fur et à mesure, on va se reconnecter et qu'éventuellement, on allait recoller les morceaux et que ça allait bien se passer. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, en fait. Que la situation ne changeait pas, qu'il n'y avait pas d'évolution, que les disputes étaient encore plus fortes, que les messages difficiles étaient encore plus forts, que le ton montait, que même son attitude était pire. Mais vu que j'avais une base fragile, j'arrivais pas à me dire que, ok, il faut mettre un terme et que c'est fini. Et j'arrivais pas à mettre de limites. Une fois que j'ai réussi à avoir
avoir cette base plus solide, j'ai pu mettre des limites et dire écoute, moi c'est pas possible en fait, tu peux plus venir chez moi, tu peux plus passer du temps comme ça avec nous. Si tu veux voir ton fils, il faut que tu t'organises et que tu le vois autrement. Là, ça a été hyper dur parce que ça n'a pas été accueilli de façon positive de sa part et il a fallu que je sois vraiment ferme et que je m'y tienne. Mais en même temps, voilà, cette limite pour moi, ça a été une étape clé pour pouvoir avancer. J'en avais besoin et même lui, en fait, j'ai envie de dire, il en avait besoin parce que il avait pas envie d'être avec moi, mais au final, il le disait pas et ça jetait juste un flou dans toute cette relation. Et après ça, j'ai tout doucement appris à prendre soin de moi et ça m'a vraiment permis de créer un équilibre dans ma relation en ce qui concerne mon fils et moi parce que j'avais tendance à trop faire passer mon enfant avant moi. Et du coup, j'ai appris à prendre du temps pour prendre soin de moi, à avoir des activités qui me font du bien et j'ai aussi tout simplement appris à apprécier ma propre compagnie, à me sentir bien juste avec moi-même, seule, à me poser des questions par rapport à mes hobbies, à mes passe-temps, à mes projets, à vraiment me dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, qu'est-ce qui me plaît. J'ai pu me recentrer et porter de l'attention sur ce qui comptait vraiment pour moi et pas juste le fait d'être maman, d'avoir un enfant et de m'occuper de mon enfant, mais aussi de me dire ok, moi en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et ça m'a fait tellement de bien parce que ça m'a permis de regarder tout au fond de moi et de me reconnecter un peu à qui je suis, à qui j'étais, à cette partie de moi que j'avais complètement effacée, que j'avais complètement enterrée en étant dans une relation et que j'avais encore plus enterrée en devenant maman. Une fois que j'ai franchi toutes ces étapes, c'est vrai que je me suis retrouvée dans une position où j'étais beaucoup plus à l'aise avec moi-même, où je me sentais plus forte, plus en confiance, plus sereine et beaucoup plus en paix. Et c'est là que j'ai pu du coup recontacter l'avocate, que je lui ai dit que je voulais entamer la procédure de divorce, qu'elle m'a donné toutes les explications et qu'elle m'a aussi surtout donné des papiers à remplir concernant le divorce en lui-même. Et du coup, il m'a fallu quand même un peu plus de temps puisque de décembre 2023 à février 2024, il s'est passé quelques mois. Le temps que je monte le dossier, j'ai aussi décidé de me remettre au sport. Parce que pour moi, en fait, je me préparais à livrer bataille. J'ai pas d'autres mots. Pour moi, c'était vraiment, je me préparais à un match de boxe. C'est comme ça que je vois le truc. Et je savais qu'il fallait que je sois prête mentalement et physiquement. Pourquoi je te parle d'un match de boxe? Parce qu'en fait, pour moi, c'est comme un combat, vraiment, un divorce. Tu as deux adversaires, mon mari et moi, on a deux entraîneurs, nos avocates respectives ici. Et en fait, quand tu vas, je sais pas si tu as un peu pratiqué la boxe, tu as besoin d'avoir vraiment une force physique, mais ça joue aussi vachement sur le mental, sur la préparation, sur l'anticipation des coups de combat. Et en fait, si tu veux vraiment pouvoir gagner, il va falloir être forte physiquement et mentalement. Pas d'autre choix là-dessus. Parce que dans une procédure de divorce, il y a énormément de va-et-vient, il y a énormément d'échanges, que ce soit au niveau des SMS, au niveau des emails, les échanges avec les avocats, parce que les deux parties veulent quelque chose. On essaye de trouver un accord à l'amiable si possible. Moi, je sais que dans le cas de ma procédure de divorce, on travaille sur un accord à l'amiable, mais qu'on a tous les deux des termes qui ne sont pas les mêmes. En plus, nous, on a un enfant au milieu, donc il y a un système de garde qu'on essaie de mettre en place. Et du coup, chacun veut quelque chose de différent. Personne n'a envie de se sentir lésé. Personne n'a envie de lâcher du lest. On veut gagner du terrain plus qu'autre chose. Et en ayant une force mentale et une force physique, ça va te permettre de rester sur tes positions. Ça va aussi te permettre de prendre un petit peu de recul et te dire, ok, est-ce que ça c'est vraiment important pour moi ou pas? Est-ce que je peux peut-être lui donner un peu plus parce que ça lui fait plaisir et que moi ça me dérange pas? Mais moi, je sais que les points sur lesquels j'avais envie d'être intransigeante, je suis restée intransigeante. Il était hors de question que je cède sur certaines choses et je suis bien contente d'avoir travaillé sur mon physique et sur mon mental parce qu'il y a des jours où j'étais vraiment fatiguée et j'étais au bout et j'étais en mode putain mais ça me saoule. Je sais que si j'avais pas été dans cette condition, que ce soit physique ou mentale, j'aurais cédé sur certaines choses et aujourd'hui j'en pleurais en fait. Et je pense que j'ai pris une super décision en décidant de me préparer à ce niveau-là puisque je me rends compte que j'ai réussi à tenir la route en fait. Un divorce c'est pas un sprint, c'est un marathon et c'est vraiment dans les divorces difficiles, dans les procédures difficiles, quand on n'est pas d'accord, quand on se quitte pas sur de bons termes, je pense qu'il y a vraiment besoin de tenir la route pour ne pas se faire bouffer et pour tout simplement remporter le match. Je sais que je vais pas ressortir avec eux des choses qui me font plaisir. Oui, j'ai dû lâcher du lest sur certains trucs, mais ce sont des points sur lesquels je sais que quand je vais aller me coucher, je vais pas psychoter là-dessus, je vais pas m'en vouloir, je vais pas en pleurer, je vais pas me poser des questions. Je me dis juste, ok, ça lui fait plaisir, ça me dérange un peu ou c'est mon ego que ça dérange. Je me rends compte qu'il y a des points sur lesquels où franchement ça sert à rien de se battre et que si ça lui fait plaisir tant mieux, mais les trucs fondamentalement importants, j'ai réussi à me battre pour ça et franchement j'en suis hyper fière, mais ça m'a demandé un travail physique et mental. C'est pour ça que maintenant on va passer aux conseils. Quels sont mes conseils maintenant que je suis en instance de divorce et j'espère maintenant que c'est bientôt fini. Bon, pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais au moins
maintenant, je sais qu'on a passé aussi une grosse étape de ce divorce, puisque maintenant, j'ai plus la capacité, en fait, à voir comment ça se passe et même à naviguer cette procédure, puisqu'au début, c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau. Maintenant, ça va être la 3e séance. Je sais que c'est tout en polonais, je sais que j'ai une traductrice, je connais l'atmosphère, je sais où est-ce que c'est. Je suis un peu plus à l'aise, finalement. Il y a du vécu derrière. Donc, pour commencer, je te conseillerais de ne pas banaliser la procédure du divorce en elle-même. Je pense que le divorce, c'est quelque chose d'hyper difficile. Je ne le souhaite à personne. Je sais pas si c'est quelque chose pour lequel on peut vraiment se préparer. Ça rejoint la rupture amoureuse, donc oui, d'avoir le cœur brisé, d'accepter que c'est fini, de faire le deuil d'une relation. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut prendre en compte le fait qu'il va y avoir des disputes pour des trucs insignifiants, je pense. Il y a ça, et surtout peut-être un autre conseil, c'est vraiment de te dire, ok, la façon dont ton ancien conjoint ou conjointe réagit, ça n'a plus rien à voir avec toi. La personne que tu as en face de toi, c'est probablement plus la personne que tu as aimée. Moi, je sais que j'ai eu vachement de mal à accepter la différence dans le comportement, à accepter les réactions. Et même aujourd'hui, il y a 2 jours, il y avait une nouvelle requête par rapport à la procédure à l'amiable. Et les premiers instants, quand j'ai reçu le message, je me suis dit, mais putain, mais il se passe quoi? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il demande ça? J'ai été choquée, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la colère. Et puis après quelques minutes, j'ai soufflé et je me suis rendu compte, non, écoute, là, la réaction, c'est plus par rapport à moi, c'est sa réaction à lui, parce que lui aussi, il est blessé, lui aussi, il est confus, lui aussi, il est perdu, et que c'est sa façon de réagir par rapport à ce qui se passe. Et ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit, parce qu'on te le dit pas. Quand il y a une séparation, chacun part de son côté. Quand il y a divorce, il y a toute la procédure qui va avec. Et si, comme moi, t'es coparent, il y a encore tout ça derrière. Moi, il va falloir que je gère encore avec le fait que on a un enfant et que du coup, on va avoir des rapports et qu'il est tout à fait possible que ces rapports soient très difficiles, puisque c'est moi qui ai entamé la procédure du divorce et puisque c'est moi qui suis partie, en fait. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Sa réaction ne fait que refléter ce qu'il ressent, ce qu'il est, ses valeurs, son vécu, sa position à lui. Ça n'a rien à voir avec moi, et une fois que j'ai réussi à me dire ça, ça a été quand même beaucoup plus facile. Ça me permet de prendre de la distance. Et je te conseille aussi de te remettre au sport, tout simplement parce que ça va te faire énormément de bien d'avoir une activité qui va te permettre de te défouler, de vraiment tout faire sortir et de créer aussi un montant d'endorphines et juste d'hormones qui te font du bien. Ça va te faire du bien d'avoir une activité rien que pour toi, pour pouvoir souffler. Moi, je sais que vraiment le sport, ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de me détendre. Et les soirs où j'ai pas envie de psychoter, de trop penser, de trop ressentir, j'étais tellement fatiguée après avoir fait une bonne séance que ça m'a juste permis de mieux dormir. Je te conseille aussi de mettre en place une routine self-care. Choisis quelque chose qui te fait du bien. Moi, je sais que je kiffe me faire un gommage, un masque, m'occuper de mes cheveux, me faire un bain de pied et de me faire un body scrub. Ça, c'est vraiment mes 3 trucs. J'essaye de le faire au moins une fois par semaine et de me poser aussi devant la télé avec un petit dîner à emporter, à regarder une série que je kiffe ou à regarder un film que je kiffe. Dans ma routine self-care, il y a aussi le journaling et il y a aussi aller marcher de façon régulière. Et en plus de ça, généralement, je suis en contact avec mes potes qui sont en France. Soit j'envoie des petits messages à mes copines, ou soit même on se passe un petit coup de fil, histoire de prendre des nouvelles et histoire de savoir comment ça va. Tout ça, je l'ai intégré dans ma routine et ça me fait un bien fou. Je pense en complément de ta routine self-care, comme je te disais, n'hésite pas à contacter tes amis et surtout d'en parler avec les gens qui sont vraiment proches de toi, les gens qui te veulent du bien, les gens qui t'aiment, qui te connaissent vraiment. Ça va te faire du bien de partager ce qui se passe et juste de pouvoir dire comment tu te sens. Et si tu as des personnes autour de toi qui ont déjà traversé un divorce, qui ont un petit peu cette expérience, elles peuvent aussi t'aider à traverser ça. T'es vraiment seule, je me dis, mais ici que t'as personne qui a traversé un divorce, tu peux aussi considérer peut-être contacter un groupe de soutien. Il doit y avoir un groupe de soutien dans ta région, dans ta ville. D'autres femmes aussi qui sont passées par là, qui sont maintenant peut-être maman solo et qui ont aussi traversé des divorces. Parce que ça fait du bien juste d'avoir d'autres personnes avec qui parler, échanger, d'avoir des perspectives d'autres femmes qui sont passées par là. Tu n'es pas seule, le divorce en soi, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça reste une période difficile, une étape difficile, et je pense qu'il faut vraiment être entouré, que ça fait vraiment du bien. De s'isoler, ça va pas arranger les choses, tu risques juste de bader et te sentir encore plus mal. Je pense aussi que ça peut être utile de le mentionner au travail, sans forcément rentrer dans les détails, mais moi je sais que je l'ai mentionné à mon collègue qui s'occupe de me trouver des clients et qui s'occupe de la com là où je travaille, et franchement, mais ça m'a fait juste du bien de lui dire, écoute, voilà, c'est la situation dans laquelle je suis, ça risque d'être un petit peu compliqué, je sais pas trop comment je vais faire, je sais même pas si je vais rester en Pologne et tout, et ça me fait juste plaisir parce que voilà, il m'envoie des messages de temps en temps pour savoir comment ça va, pour savoir si je vais quitter la ville ou le pays, et juste avoir quelqu'un qui de temps en temps, de façon très douce et bienveillante, veut savoir ce qui se passe, et ça m'a permis vraiment d'être plus détendue, de ne pas avoir ce stress au travail, parce qu'au début, quand j'ai décidé
décidé de lancer la procédure, c'est vrai que j'étais vachement distraite. J'avais vraiment le nez dedans et j'avais vachement de mal à me concentrer sur d'autres choses. Et du coup, j'avais peur de mal faire mon taf. Pour être sûre que ça n'ait pas trop de répercussions, j'ai préféré en parler pour aussi que voilà, les gens sachent que ok, elle est dans une période difficile, on va lui donner de l'espace et on va lui proposer un petit peu de soutien s'il y a besoin. Mais si tu ne le dis pas, personne ne le sait. Si personne ne le sait, personne ne peut t'aider en fait. Pour pouvoir traverser tout ça sereinement, je te conseille aussi soit de prendre un ou une psy ou une coach de vie, quelqu'un qui peut vraiment t'aider à traverser ça, quelqu'un de complètement objectif et quelqu'un de complètement de distant par rapport à la situation. Et ça, en fait, en ayant quelqu'un comme ça, tu vas pouvoir aussi apprendre à accueillir tes émotions et à les gérer. Ça va être une partie vraiment essentielle parce que tu risques de vivre des choses hyper intenses. C'est tout à fait normal. Mais si tu veux aussi pouvoir avancer sereinement, ça va être une étape clé, apprendre à gérer tes émotions. En plus de ça, fais attention parce que moi, je sais qu'en début de procédure, j'avais beaucoup de mal à dormir et j'avais surtout beaucoup de mal à manger. J'avais la boule au ventre, j'étais angoissée, je n'avais pas faim. Alors, je pense que c'est tout à fait normal puisque grosse peur de l'inconnu dans mon cas, je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais surtout, j'ai envie de dire, fais gaffe, ne te laisse pas aller, commence pas à ne pas manger, à sauter des repas. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis inscrite à un cours de sport en douceur et en plus, à côté de ça, ma coach, à cette époque-là, me proposait des repas par rapport aux objectifs que j'avais et ça m'a forcé à manger régulièrement. Pas forcément à manger des gros trucs, mais à me faire des smoothies, à manger des soupes, à avoir des yaourts au moment où j'avais juste pas faim et que je me sentais nauséeuse, mais en même temps je me sentais fatiguée parce que j'arrivais pas à m'alimenter et c'était pas bon. Ça m'a vraiment aidé à rester sur ce rail et à quand même ne pas me laisser aller et à ne pas perdre de force et avoir quand même cette clarté mentale. Donc fais vachement attention à ça. Je pense que c'est hyper facile de sauter des repas et de ne pas prendre soin de soi et de se laisser aller. Surtout dans mon cas, vivant seule du coup et sans amis très proches. Je te conseille de faire vachement attention au niveau de la bouffe ou ne pas non plus commencer à t'empiffrer et à manger que des trucs dégueulasses en fait. Il va falloir trouver un juste milieu. Donc essaye d'avoir une alimentation équilibrée, de te reposer, de prendre soin de toi. Je sais que c'est pas facile, mais c'est hyper important si tu veux pouvoir arriver à traverser cette procédure sereinement. Comme je te le disais avant, garde en tête que c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ici, tu vas devoir tenir la distance, il n'y a pas d'autre mot. Si tu es dans une situation comme la mienne et que ça va être un divorce difficile, s'il va pas y avoir d'accord à l'amiable et si vous devez passer devant les tribunaux, attends-toi à ce que ça dure longtemps. Donc attends-toi à vraiment devoir tenir la distance, mais surtout à côté de ça, n'arrête pas de vivre. Je sais qu'au début je me disais oh mon Dieu, mais ça va prendre 6 mois ou 1 an, je vais pas avoir de vie. À côté de ça, j'ai quand même décidé d'avancer, de vivre, de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles expériences et j'en suis vraiment ravie. Ma vie ne s'est pas arrêtée parce que j'étais en procédure de divorce. Bien au contraire, ce sont deux choses en fait que tu peux allier. Tu as une vie et tu as un divorce. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc ne t'arrête pas de vivre, mais sois prête à ce que la procédure puisse malheureusement durer longtemps. Un autre conseil hyper important, juste avant je te parlais du fait que tu as peut-être des gens autour de toi qui ont traversé un divorce. Si tu as des personnes autour de toi qui ont traversé un divorce ou des séparations et qui ont vraiment une expérience plutôt forte à ce niveau-là, n'hésite pas à leur demander conseil si ce sont des personnes de confiance. Mais je te donne un exemple, moi j'ai fait appel au conseil de mon frère et il m'a vraiment aidé sur certains points parce que lui-même il est papa et que lui aussi il sait ce que c'est que de devoir partager la garde et il a vraiment pu me donner des infos sur des points vraiment précis et ça m'a vraiment permis de prendre des décisions en accord avec moi et en accord avec mes valeurs. Ça m'a aussi aidé à lâcher du lest sur certains points qui n'étaient pas vraiment importants pour moi ou sur certains points sur lesquels j'étais vraiment bloquée, butée, mais qui en soi n'étaient pas importants et j'ai pu renforcer ma position sur ce qui comptait vraiment. Réfléchis aussi à ce qui est vraiment important pour toi. Note, j'ai envie de dire, ces points sur lesquels tu n'as pas envie de céder et garde ta position, ok? Sois clair avec ton avocat ou ton avocate et dis-leur que ce sont des choses sur lesquelles tu ne veux pas céder. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a marché pour moi. D'ailleurs, en parlant de ça, bien évidemment, choisis une personne avec qui tu te sens vraiment bien pour te défendre. Ne va pas choisir le ou la première avocate juste parce que manque de temps. Alors après, le budget, je sais pas, ça pourrait être difficile, mais si tu as un petit budget, quand même, n'hésite pas, je pense, à consulter plusieurs avocats ou avocates jusqu'à ce que tu te sentes vraiment à l'aise avec cette personne parce qu'après, cette personne, elle est là pour te défendre, elle est là pour défendre tes intérêts, elle est là pour t'aider. Et là, tu vas te battre en fait pour ce qui compte pour toi. Tu veux ressortir de ce divorce grandi et pas amoindri. Et si tu as des enfants, c'est pas juste pour toi ce divorce, c'est aussi pour eux, c'est aussi pour leur avenir. Donc réfléchis bien à ce qui est important pour toi, à ce que tu veux leur laisser, réfléchis à ce dont tu as besoin en fait pour
être en paix et en sécurité et pour pouvoir vivre sereinement maintenant, pour entamer une nouvelle vie en toute sérénité, selon tes termes et pour assurer leur bien-être en fait. Parce que ce divorce, c'est ton ticket de sortie de cette relation et si tu as des enfants, leur bonheur est aussi au cœur de tout ça. Donc voilà, c'était ma liste de conseils pour pouvoir traverser et vivre un divorce au mieux. Il y en a sans doute plus. Si toi-même tu as déjà traversé un divorce, surtout n'hésite pas à nous les partager. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit là maintenant. C'est pas une étape facile. Par contre, je suis contente. Je me rends compte que je m'en sors mieux que ce que je pensais et une force que je ne pensais pas avoir. Je suis hyper fière de moi. Et si toi aussi tu traverses un divorce ou si toi aussi t'y penses, franchement, chapeau et dis-toi que t'en es capable. Mais il faut vraiment mettre toutes les cartes de ton côté. Il faut vraiment se préparer physiquement et mentalement, mais c'est tout à fait faisable. Et oui, je sais que la peur de l'inconnu, elle est énorme, mais je pense qu'elle est moindre comparée à ce que tu vis maintenant dans cette relation. Et une fois que t'es prête, que t'as réussi mentalement à être dans un endroit où tu te dis ok, c'est bon, je suis prête à affronter l'inconnu, vas-y. Parce que ce qui t'attend derrière, en fait, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle paix, c'est un nouveau bonheur, ce sont de nouvelles possibilités. Et oui, c'est normal, on sait pas ce qu'il y a, donc c'est normal d'avoir peur. Mais lance-toi, parce que ce qui t'attend de l'autre côté, c'est que du plus. Je te remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oublie pas que tu peux me retrouver sur Insta, TikTok et YouTube à Letty sans filtre. Je te souhaite de passer une super bonne journée et je te dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.